Je suis experte chez Expertise France Tunisie pour accompagner le développement du crowdfunding en Tunisie. Et donc, je suis administratrice d'une association en France pour le développement du crowdfunding en France qui s'appelle Financement Participatif France. Et il y a également une association qui est née en 2016, qui est l'association Financement Participatif Afrique et Méditerranée, qui a l'initiative des actions pour favoriser le développement du crowdfunding en Tunisie. Voilà, donc vous avez déjà compris que KissKissBankBank, c'est un site de crowdfunding, mais c'est un peu plus globalement un pôle qui fait partie de la Banque Postale, donc la Banque de la Poste, qui est rattachée à la Poste et à la Caisse des dépôts en France. Et donc on est le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale qui réunit 5 entités. Tout d'abord, KissKissBankBank, qui est une plateforme pionnière du crowdfunding en France, dédiée à des projets entrepreneuriaux, sociétaux et culturels. On va en parler, la culture c'est important. L'Ectopolis, qui est une plateforme d'investissement participatif qui permet de financer 100% de projets en lien avec les énergies renouvelables, l'ENR. Donc on propose à des clients patrimoniaux d'investir dans des plateformes photovoltaïques, éoliennes, biogaz et de toucher un rendement entre 3 et 8% pour participer au changement du mix énergétique en France au travers de création de ces plateformes d'énergie renouvelable. Et donc il y a un label Croissance Verte qui a été créé et qui nous permet de participer très concrètement au changement du mix énergétique en France. Ensuite, on a une troisième entité qui s'appelle Goodid, qui a inventé la publicité solidaire et qui permet à des grandes marques, sur leur budget publicitaire, de reverser des dons à des projets dans des associations. On appelle ça la publicité solidaire. Microdon, qui a inventé l'arrondi en caisse. Donc quand vous passez pour payer vos courses chez Monoprix, vous avez la possibilité d'arrondir à l'euro inférieur, donc les centimes d'euros sont reversés à des associations. Et quand on est dans des grands retailers comme Auchan, Carrefour, en fait ça permet ces centimes de collecter beaucoup de sous pour les associations. Et par exemple, on l'a fait il y a quelques semaines pour toutes les grandes associations type les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire. On a collecté en 4 semaines quasi 1 million d'euros au travers de toutes les enseignes d'Auchan et toutes les enseignes de Monoprix en France sur 4 semaines. 4 semaines, toutes les enseignes. Le client dit oui ou non à l'arrondi et ça fait 1 million d'euros. Donc c'est une forme de financement solidaire. Et puis le petit dernier, c'est YouMatter, c'est un média, ou youmatter.org. Donc si ça vous intéresse, c'est un site où on fait des articles volontairement longs. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous lisent sur les enjeux de la transition juste, sur les enjeux de la transition écologique et tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et on est à la fois un média gratuit, avec des articles longs et académiques, et un organisme de formation. Et on forme des COMEX, on forme des entreprises à transformer les métiers de l'intérieur pour faire face à ce qu'on appelle la transition juste, à faire face aux enjeux du changement climatique. Donc voilà mon périmètre de jeu en France. C'est 5 entités, on est 150 personnes et on est rattaché à la Banque Postale. Sur cet écran, ça fait joli toutes nos couleurs. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire pour cette masterclass qui va durer à peu près 40-45 minutes. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est un peu en retard sur le planning. Donc d'abord, que vous touchiez du doigt ce que c'est que le changement climatique, les changements climatiques et les enjeux. Comment on peut contribuer individuellement en tant que citoyen, entrepreneur à cette transition écologique qui est absolument nécessaire, on ne peut pas regarder ailleurs. C'est vraiment notre quotidien qui nous impacte dans les jours, les semaines et les années à venir. Et comme vous êtes pour la plupart des étudiants, j'espère que vous allez sortir de cette masterclass avec la furieuse envie d'entreprendre ou de travailler demain en faveur de la transition écologique. Parce qu'on en a vraiment besoin pour que cette planète reste viable. Donc il y a des nouvelles économies durables qui sont nées. Si vous étiez là ce matin, c'est l'économie verte, l'économie bleue et l'économie orange. Bravo.
Et donc je vais vous détailler un peu les enjeux de ces 3 types d'économies, et puis après détailler un peu les nouveaux outils de financement, et sans surprise, je vais faire une grosse focale sur le crowdfunding, puisqu'en fait le crowdfunding en Tunisie, tous les textes de loi sont sortis, et il y a des plateformes qui vont émerger, et je voudrais vous inspirer à être soit porteur de projet, soit contributeur sur les futures plateformes de crowdfunding en Tunisie. Et donc j'ai sélectionné 6 thématiques qui pourraient vous intéresser. Alors on y va, vous êtes prêts? Bon, la première partie est clairement la partie la plus plombante. Donc on y va avec le cœur. Donc les Nations Unies, paix, dignité, égalité sur une planète saine. Autant dire qu'on n'y est pas. On n'est pas du tout au rendez-vous. Et alors le premier sujet critique, c'est les limites planétaires. Donc vous savez, il y en a 9. Il y a des scientifiques qui militent pour une 10e, qui est le sujet du sel, la salinisation de la planète. Aujourd'hui, il y en a 6 des limites qui ont déjà été franchies. Et donc du coup, c'est le changement climatique, évidemment. Vous voyez, vous arrivez à lire. J'ai une anti-sèche. Donc les 6 limites qui ont été franchies, c'est d'abord le réchauffement climatique. Et donc du coup, c'est l'émission de CO2 dans l'atmosphère qui est au-dessus de l'acceptable. Ça veut dire qu'on en produit plus que la planète peut en absorber. Et donc du coup, ça laisse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribue à la pollution, et ça a un impact très important sur nous, parce qu'en fait, on les emmagasine, ces gaz à effet de serre, et donc ça réduit, il y a des morts avec des problématiques de respiration, de santé publique, ça réduit la fertilité, et donc ces problématiques, en fait, par notre activité, par l'émission de ces gaz à effet de serre, en fait, on est en train de se faire mourir à petit feu. Je vous avais dit, la première partie n'est pas full. La deuxième, c'est l'intégrité de la biosphère, et notamment toute la problématique de la biodiversité. En fait, la biodiversité disparaît. Je pense que vous le découvrez aussi. Je suis franco-tunisienne et je vois, mes parents habitent à Nabeul, je vois les poissons qu'on mangeait quand j'étais petite et les poissons qu'on mange aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Les oiseaux que j'entendais dans la maison de mes parents, que j'entends moins. Et donc du coup, dès que je vois un nouvel oiseau, je suis toute émerveillée, parce qu'en fait, j'arrive à en reconnaître 2-3 maintenant, alors qu'avant c'était vraiment un terrain de biodiversité. Et ça, j'espère que vous l'avez en tête. Ce matin, je me suis réveillée dans cet hôtel et j'entendais les oiseaux. Et maintenant, je suis hyper sensible, parce que s'ils sont encore là, ça veut dire qu'il y a encore de la biodiversité. Donc soyez attentifs aux arbres, aux oiseaux, aux animaux, c'est hyper important, on vit avec eux et ils vivent aussi pour nous, et c'est hyper important, alors que la biodiversité est en train de disparaître. Les cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, donc en fait c'est des éléments qui sont essentiels à l'activité humaine, et ces cycles-là sont extrêmement perturbés. On a aussi la modification de l'usage des sols, en fait la bétonisation, la suppression des haies, des champs beaucoup plus grands, tout ça nuit à la biodiversité et nuit à la qualité des sols et à la qualité d'absorption des sols. Et vous voyez souvent quand il y a des grosses... il y en a moins, mais quand il pleut beaucoup en Tunisie, en fait ça déverse, parce que les sols sont soit trop secs, soit ils n'arrivent plus à absorber, et donc du coup ça crée des torrents. Mes parents habitent à côté d'un oued, et quand il déborde, il déborde vraiment, alors qu'avant on arrivait à maîtriser tout ça, donc ça impacte vraiment la vie quotidienne. Vous avez vu les images terribles des inondations en Libye à côté de la Tunisie, et il y a une ville qui a carrément disparu, qui est une ville côtière, et vous savez que les villes côtières c'est beaucoup de l'écosystème tunisien, donc il faut en avoir conscience. Puis ensuite, la pollution chimique, qui est aussi très importante dans les métaux lourds composés de perturbateurs endocriniens, qui nuit aussi à notre fertilité. Et puis, quelque chose qui est très grave et que
Vous sentez aussi en Tunisie, c'est la perturbation des cycles d'eau et donc d'eau douce. Ben, on en a moins en Tunisie, les nappes phréatiques se réapprovisionnent plus et donc du coup on est déjà en gestion de l'eau et de l'eau potable. Or l'eau c'est la vie et on en a besoin et donc voilà. Pour le début de cette masterclass, je vous plombe, mais je vous l'annonce, il y a déjà 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Et donc, ça risque de s'accélérer si on ne change pas radicalement nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de vie. C'est ce que vous retrouvez, là, le texte, j'ai pris volontairement sur le site des Nations Unies. Donc, c'est une question de notre époque. On est à un moment décisif. L'évolution des conditions météorologiques ont un effet sur la production agricole, sur la production alimentaire, sur l'élévation des niveaux des mers, l'augmentation des risques d'inondation, conséquences des changements climatiques sont mondiales en termes d'effets et d'échelle, et sans action immédiate, il sera beaucoup plus difficile et plus coûteux de nous, les humains, s'adapter et faire face à ces changements. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, normalement, soit vous êtes au fond de la cave, soit vous vous dites j'ai envie de travailler pour un monde meilleur. Qui est au fond de la cave? Qui a envie de travailler pour un monde meilleur? Bon, là, non. Vous voulez pas, vous êtes au fond de la cave? Bon, je vois, il y a eu des femmes qui ont levé des doigts. Donc voilà, l'avenir est aussi féminin, mais je vais vous embarquer aussi. Donc dans ce contexte, c'est problématique puisqu'en fait, il faut absolument faire évoluer nos infrastructures, les investissements actuels, les activités humaines qui doivent prendre en compte maintenant l'écosystème au sens large pour pouvoir intervenir. Donc le sujet du financement est clé, je l'ai dit tout à l'heure au panel. Donc l'étude Bloomberg-NEF, qui est un institut de recherche américain, qui a chiffré le niveau d'investissement actuel, qui n'est pas du tout à la hauteur. Et on devrait investir par an et par pays 3 fois plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faudrait d'ici 2030 investir à 4 500 milliards de dollars, 4 500 milliards de dollars par an d'investissement, soit 3 fois plus que le niveau actuel, et d'ici 2040, 6 fois plus. Donc l'investissement est clé, mais pour investir, il faut aussi des idées, et il faut que tout à chacun, à notre hauteur, on puisse intervenir. Et c'est mon hashtag We Are All Changemakers. Donc là, c'est pour vous embarquer, parce qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver. Toujours dans la séquence inspiration, qui connaît les objectifs de développement durable? Un peu. Donc les 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés et qui, si on atteint ces 17 objectifs à horizon 2030, alors on aura ce monde sain, juste et équilibré. Donc c'est 17 objectifs hyper faciles à atteindre. Donc d'abord, pas de pauvreté, zéro faim, bien-être, bonne santé, éducation de qualité, c'est le numéro 4, le 5, l'égalité des genres, le 6, c'est l'eau propre et assainissement, le 7, c'est l'énergie propre, donc les énergies renouvelables, le 8, c'est le travail décent et la croissance économique, le 9, c'est sur l'industrie, l'innovation et la modification des infrastructures, le 10, c'est la réduction des inégalités, le 11, c'est les villes et les communautés durables, donc c'est transformer nos villes pour qu'elles aient conscience de l'écosystème à créer. Le 12, c'est la consommation et la production responsable, donc là, l'économie circulaire, notamment le recycling, et donc faire en sorte qu'on produise et qu'on ne participe pas à produire plus de déchets. Le 13, c'est les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, donc de façon gouvernementale, institutionnelle ou associative. Le 14 et le 15, l'un c'est sur la vie aquatique, l'autre c'est sur la vie terrestre. Le 16 qui est hyper important parce que sans paix, justice et institutions efficaces, on ne peut pas agir correctement, et donc du coup les citoyens ne peuvent pas agir tout seuls. Il faut que tous les pays et un ensemble de pays
cohabitent vers une même direction. C'est le sens des COP et de la COP 28 qui vient de s'ouvrir. Et le 17, qui est pour moi le plus important et qui est au cœur de cette masterclass au sein des IP Days, c'est le 17 qui est créer des écosystèmes. Vous connaissez la citation, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc c'est cette idée-là de penser en global, multidisciplinaire et agir tous dans la même direction. Donc, c'est des objectifs de développement durable qu'il faut connaître parce que quand on veut travailler, entreprendre, c'est important d'avoir cette target-là en se disant à chaque fois, quand je fais quelque chose, à quel ODD je contribue. Souvent, on contribue à plusieurs objectifs de développement durable et c'est bien parce que du coup, c'est aussi un driver pour avancer pour un monde meilleur. Une fois qu'on s'est dit ça, donc vous voyez les enjeux du changement climatique sont colossaux, on ne peut plus regarder ailleurs et il faut faire différemment, il faut faire mieux avec une économie de moyens et des objectifs de transformation très profondes. Comment on fait aujourd'hui par rapport aux industries et aux métiers et aux grands secteurs d'activité? Alors je vous propose de classer les activités en 3. Donc d'abord, celles qui sont as usual et qu'il faut arrêter, c'est les activités à impact significatif sur l'environnement, notamment énergie fossile, donc exploitation du charbon, du pétrole, des activités minières, puisque c'est ceux qui ont le plus d'effets sur les gaz à effet de serre. Du coup, l'extraction entraîne tout ce qu'on vient de dire, donc la surexploitation des sols. Ensuite, c'est les activités qui sont en transition. Et donc, c'est vrai que de passer d'une activité à impact significatif à une activité verte, souvent, on passe par une phase de transition. Et là, c'est assez stimulant de pouvoir travailler dans ces entreprises qui se transforment et qui se donnent des objectifs à court et moyen terme. Et puis, l'idéal, c'est évidemment soit de penser des nouvelles activités en tant qu'entrepreneur dans des activités dites vertes, ou de pouvoir y contribuer pour avoir un effet accélérateur. Donc voilà une première grille de lecture pour comment contribuer à la transition écologique. Donc nous, citoyens, on y contribue par nos investissements, notre consommation et les employeurs qu'on choisit. En tant que collaborateur, on a la possibilité de voter avec nos pieds et donc de choisir l'entreprise qui est soit verte, soit en transition et d'éviter celle-là, puisque de toute façon, ces entreprises ont besoin de recruter et donc s'il n'y a pas de recrutement, ça change notre politique salariale, ça change leur politique employeur. En tout cas, il faut l'avoir en tête. On peut agir, même sans être un investisseur, par différentes actions, puisque on a un pouvoir en tant que citoyen et il faut l'exercer. Sur les économies, donc du coup, qu'est-ce que ça donne quand on parle des économies dites vertes? Donc, vous voyez pas, mais il y a écrit éolien, agroécologie, rénovation thermique des bâtiments, mobilité. Ça donne la naissance de nouvelles économies, donc les économies bleues, vertes et oranges. Donc bleu, vous avez entendu ce matin, c'est tout ce qui est autour des océans et du milieu marin et des côtes. Et la Banque mondiale l'a même élargi à l'utilisation durable des ressources océaniques en lien avec une croissance économique, une amélioration des revenus et des emplois et la santé des écosystèmes océaniques. On englobe aussi les ports, les chantiers navaux, les infrastructures côtières. Tout ça contribue à cette nouvelle économie qui est hyper importante pour préserver les écosystèmes et créer des produits, des offres un peu différentes en lien avec la magie des océans et des mers. Sur l'économie verte, très rapidement, c'est l'économie verte, c'est celle qu'on connaît le plus, puisque c'est celle qui est aujourd'hui le plus développée et qui vise à envisager une activité économique avec le bien-être humain, une équité sociale,
l'économie sociale et solidaire en fait partie, et avec une prise en compte très importante de la réduction des risques environnementaux et de la pénurie des ressources. C'est typiquement le modèle économique qui répond à 100% aux objectifs de développement durable, qui ne pense pas que environnement, qui ne pense pas que société et qui ne pense pas que social, mais qui combine les trois, social, sociétal et environnemental, ce qu'on appelle l'économie verte. Et puis, un concept beaucoup plus récent, qui a à peu près une dizaine d'années, c'est l'économie orange, et qui est née d'une conférence aux États-Unis, et qui se dit que le secteur de la culture, de la créativité, des contenus est aussi un secteur d'activité important. Et surtout, c'est un secteur d'activité dont on a tous besoin. En général, on se lève le matin avec de la musique ou on écoute la radio, on se couche avec un bon livre ou avec un manga ou avec un jeu vidéo. En fait, toute cette économie du divertissement, elle est hyper importante pour notre équilibre. Parce qu'on a besoin de s'évader, on a besoin de laisser cours à notre créativité, et ça participe à notre équilibre. Et c'est important que cette économie dite orange existe et ressorte en relief au-delà d'activités économiques purement consuméristes ou purement productivistes. Et je vais vous parler de la Colombie qui a créé un ministère de l'économie orange tout à l'heure. Alors on va plonger dans les économies, donc dans ces trois économies. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie verte, c'est celle qui est la plus documentée, développée. Et donc il y a en gros 6 verticales, selon Karl Burkhardt, qui est le directeur de l'ONG One Earth, et il a été directeur fondateur de la fondation Leonardo DiCaprio. Je vous invite à regarder un peu ce que fait ce Karl, parce que c'est extrêmement intéressant, et tous ses écrits sont souvent très inspirants. Et donc, il a développé ou détaillé l'économie verte sous 6 secteurs, et 6 secteurs où il y a de quoi faire. Donc les énergies renouvelables, la construction écologique, puisqu'en fait, en émissions de CO2, les bâtiments sont souvent les plus importants. C'est moins le cas en Tunisie, mais par exemple en France, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits il y a plus de 50 ans, qu'on appelle des passoires thermiques. Ça veut dire que quand on les chauffe, la chaleur ne reste pas dans le bâtiment, mais sort. Donc en fait, on chauffe beaucoup pour garder la chaleur, mais cette chaleur part. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des passoires énergétiques. Et les principales actions que la France peut mener en matière de réduction des gaz à effet de serre, c'est notamment la rénovation thermique des bâtiments. Les moyens de transport, évidemment, la gestion de l'eau, on en a parlé tout à l'heure, la gestion des déchets, on en a parlé aussi ce matin, et l'aménagement du territoire. Sur l'énergie renouvelable, donc c'est arrêter la production liée au pétrole, au charbon et tout ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et donc en général, les énergies renouvelables, c'est l'éolien, le solaire, mais également la biomasse. Et donc faire en sorte de transformer des déchets qui dégagent de la chaleur pour en faire de la vraie chaleur. Et donc, il y a tout un travail d'ingénieur en la matière qui est intéressant et qui commence à porter ses fruits et qui, du coup, commence à être très efficace. Et je vous le dis, il y a 2 week-ends au Portugal, pendant 2 jours, toute la production d'énergie du Portugal pendant 2 jours, donc c'était le week-end du 11 novembre, était issu des énergies renouvelables. Donc c'était 172,5 kWh d'énergie renouvelable qui a été produite, essentiellement avec de l'éolien. Donc c'est quand même important, hein, le Portugal, c'est à peu près la taille de la Tunisie. Et donc c'est possible déjà aujourd'hui, pendant 2 jours, sur les besoins énergétiques
d'un pays de la taille du Portugal de produire de l'énergie renouvelable, donc essentiellement avec de l'éolien, puis de l'hydraulique et du photovoltaïque. Donc c'est possible. Sur les constructions écologiques, je vous ai dit l'essentiel. Sur les moyens de transport, sans surprise, il faut arrêter la voiture diesel, la voiture essence. Oui, diesel, c'est le pire. Donc il faut commencer voiture électrique ou les transports en commun et le vélo. Moi, j'ai vécu à Paris sans vélo il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, Paris, il y a plus de pistes cyclables que de pistes pour les voitures, puisque l'essentiel des routes sont consacrées au transport en commun ou au vélo. Donc, c'est possible dans des mégapoles tels que Paris. Et ça change parce qu'en fait, les Parisiens prennent moins le métro, vont prendre plus le vélo ou carrément à pied. Et donc, ça change l'appropriation de la ville. Et la maire Anne Hidalgo, qui est très controversée, crée quand même des mini-forêts dans Paris en plus. Et donc, ça change quand même l'atmosphère et on se réapproprie la ville, alors que pendant longtemps... les Parisiens quittaient le week-end et allaient en bord de mer ou à la campagne pour pas vivre dans Paris le week-end, alors que maintenant, on a plaisir à rester dans Paris. Donc, c'est hyper important. Imaginez un Tunis avec moins de voitures, avec des voitures électriques. Vous voyez la configuration de la ville de Tunis qui pourrait sensiblement changer. Plus se verdir, moins de poussière. Enfin, c'est un équilibre de vie complètement différent. Gestion de l'eau, on en a déjà beaucoup parlé. C'est très problématique puisque la ressource devient un denrée rare et on peut se dire qu'à horizon 20 ans ou 10 ans, si on ne fait rien, on n'aura plus d'eau courante au robinet. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Quelques années du côté de Madia, chez ma grand-mère, on allait chercher l'eau au puits. Et perspective de retourner à chercher de l'eau qu'il n'y a plus dans le puits. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est quand même une régression très sensible d'un confort de vie. Et donc, je pense que la gestion de l'eau est très probablement le sujet le plus problématique. Et donc, on a besoin d'ingénierie, on a besoin de l'économiser, on a besoin de se dire que c'est vraiment une ressource extrêmement rare et que très probablement la valeur de l'eau potable va augmenter sensiblement puisque elle va se réduire. Donc, voilà, chaque goutte d'eau compte. La gestion des déchets, bon, je ne vais pas en reparler. En Tunisie, c'est un vrai sujet. La gestion, le recyclage des déchets, c'est hyper important parce que ça contribue à la pollution des sols, ça contribue à des maladies et à des émissions de carbone dans l'atmosphère. Et ensuite, l'aménagement du territoire, qui est un sujet de gestion plus locale des écosystèmes et valoriser les écosystèmes et pas penser de façon systémique une solution, mais de penser des solutions adaptées aux écosystèmes locaux. Voilà pour les enjeux de l'économie verte, qui est du coup, vous voyez, le plus documenté, le plus travaillé, avec beaucoup de use cases internationaux, à la fois dans les pays du Nord et les pays du Sud. Sur l'économie bleue, c'est la mer, les océans. En bon tunisien, on adore la mer et la Méditerranée. Le hout, c'est hyper important. Donc, sachez qu'en Tunisie, il y a un rapport qui vient de sortir, et il date de fin 2022, sur l'économie bleue en Tunisie, opportunités pour un développement durable et intégré. Je vous invite à le lire, il est plutôt bien fait, et il explique de façon très concrète ce qu'on a à faire en Tunisie, donc des éléments de cadrage stratégique. Donc, il a identifié 3 objectifs principaux: la promotion de la croissance économique des activités marines, l'inclusion sociale, l'égalité de genre et la pérennisation des ressources naturelles et des services écosystémiques, avec 5 axes d'intervention, une gouvernance institutionnelle, et donc on place le sujet au cœur des négociations,
On cherche des mécanismes de financement pour développer cette économie. On en fait un soutien à la création de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. On développe les connaissances sur le capital marin et littoral et on renforce la résilience au changement climatique. C'est un bon cadrage. Maintenant, le succès sera dans le détail. Et puis, du coup, je vous ai mis aussi une plateforme qui est assez intéressante, qui est la plateforme méditerranéenne des acteurs de l'économie bleue, qui s'appelle MEDBESP. Il y a le lien, vous aurez les slides. Et dedans, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée en écosystème. Et donc, tous les pays autour de la Méditerranée peuvent, par thème, travailler ensemble et chercher des financements ensemble. Il y a une rubrique dédiée au financement. Voilà pour l'économie bleue. Donc, vous voyez, les grands secteurs n'ont pas été complètement documentés encore parce que sur le sujet de l'économie bleue, c'est à géométrie un peu variable en fonction de la nature de la surface côtière des pays. Et donc, il y a des pays qui sont plus ou moins concernés. Et de mon point de vue, il faut que l'Euro-Méditerranée, chaque pays qui est au bord de la Méditerranée, pense des solutions globales pour réduire les coûts de développement de nouvelles infrastructures. Et c'est le sens de cette plateforme. Sur l'économie orange, donc ça c'est, comme je vous l'ai dit, un concept très récent qui a une dizaine d'années. Pour vous donner un peu des secteurs d'activité, en France, on appelle ça la French Touch. À la place de la French Tech, BPI, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, a essayé de lister les grandes activités de l'économie orange. Et donc, c'est l'architecture, les médias, la mode, le patrimoine, la publicité, les spectacles vivants, les médias audiovisuels, la gastronomie, d'une certaine façon, les arts visuels, les arts de vivre, l'architecture. Et dedans, vous avez aussi tout ce qui est culturel, production du livre, du théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important puisque, en fait, pour pouvoir se projeter dans un monde durable, il faut réinventer les récits. Alors moi, quand j'étais petite, la science-fiction, pour moi, d'abord c'était la science-fiction plus masculine que féminine, et c'était des histoires de robots. C'était des histoires très dark. Donc il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de soleil, il y avait des robots, il y avait des guerres. C'était ça la science-fiction. La science-fiction n'était pas du tout attractive. Et la science-fiction, c'est se projeter dans quelques années dans un monde différent. Et ben, moi, j'invite à ce que la science-fiction soit positive et inspirante. Et donc, on peut imaginer d'autres récits. Et pour les imaginer, eh ben, on a besoin des artistes, des créatifs qui peuvent imaginer justement ce monde complètement nouveau, avec des modes de transport nouveaux, avec une façon de vivre et d'échanger complètement nouvelle. Et ça, on a besoin justement que tous ceux qui ont cette ferveur d'artistes puissent vivre de cet art et de cet art nous inspirer et du coup nous permettre, si on est plus ingénieur, de penser des nouveaux produits grâce à l'inspiration des artistes. Et donc pour moi, cette économie orange est clé. Et je vous invite à découvrir une femme extraordinaire qui s'appelle Adriana Padilla Lille, qui est vice-présidente, c'est son titre en Colombie. Elle est vice-présidente de la créativité et de l'économie orange. C'est pas dingue ça comme titre? Et donc du coup, elle a fait en sorte que l'économie orange en Colombie soit un vrai secteur d'activité. Et elle est en passe de réussir puisque vous voyez que l'économie orange, et notamment les films, le tourisme, représente déjà près de 3% du PIB de ce pays, soit 3 fois la contribution du café. Donc quand on pense Colombie, on pense la petite musique. Vous voyez, la musique un peu colombienne qui pense café. Bon, et ben en fait le café c'est moins en PIB que la culture, grâce à cette verticale qui est l'économie orange et grâce à cette femme extraordinaire, Adriana Padilla Lille. Donc si vous lisez l'espagnol, l'essentiel de ses portraits sont en espagnol. Sinon, grâce à Google, vous pouvez mettre Google Trad et vous pouvez les lire en français, en anglais ou en arabe.
Donc l'économie orange, moi j'y crois beaucoup, on en a besoin, une fois encore, on se lève le matin avec de la créativité et ça nous fait nous sentir bien toute une journée pour traverser les problématiques du changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire sur les nouvelles économies, donc par rapport au programme d'aujourd'hui qui avait été listé, donc économie bleue, économie verte et économie orange. J'espère que c'est plus clair pour vous sur ces sujets. Est-ce que vous avez des questions avant que je vienne sur des sujets moins sexy que sont les modes de financement? Ça vous parle? Dans les étudiants, qui veut travailler pour l'économie orange? 2, 3, 4, cool. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui veut travailler dans l'économie verte? Ah, j'en ai une petite dizaine. L'économie bleue? Bleu? Cool. Qui veut continuer à travailler pour l'économie noire? Il sort tout de suite. Et sachez que l'économie rouge, c'est l'armement. Voilà, noir, c'est l'industrie, et rouge, c'est l'armement. Donc, qui veut travailler pour l'économie rouge? Sort tout de suite, il n'y en a aucun. Donc, tout le monde reste. Voilà pour les enjeux de différents modes d'économie. Quoi? Ça rigole, là. Quelqu'un qui veut travailler pour l'armement? Tu veux travailler pour l'armement? Ah, ok. Sinon, tu as affaire à moi. Ah, question, pardon. J'en parle après. C'est mon dernier slide. Et ça a été évoqué ce matin par la ministre. Et j'ai fait 2 slides de conclusion sur le sujet. Alors, on passe au financement. Vous connaissiez Adriana ou pas du tout? Jamais entendu parler? Oh, c'est cool, ça. Est-ce que ça va marcher? Alors, les nouveaux outils de financement, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous avez fait des lectures sur le sujet de la finance durable. Alors, il y a beaucoup de termes, hein. La finance durable, la finance verte, l'investissement socialement responsable, la finance solidaire, la finance à impact. Alors, j'ai trouvé ce petit graphe qui est assez sympa, petit dessin. Et donc, en fait, la finance durable, ça regroupe 3 grandes catégories. Ce qu'on appelle la finance verte, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, ce qu'on appelle la finance solidaire. D'une certaine façon, en Tunisie, on connaît beaucoup la finance solidaire, qui consiste à développer l'économie sociale et solidaire et de trouver des investisseurs ou des mécènes ou des philanthropes qui viennent contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire. En France, et donc il y a notamment des problématiques de microcrédit. Microfinance est assez développée en Tunisie. En France, on a la possibilité de créer des produits, donc des produits dits partage. Donc c'est un produit financier dont une partie de la performance dégagée est reversée en dons à des associations. Donc du coup, l'investisseur, il investit dans ce fonds. Il touche une performance. Normalement, il devrait toucher, par exemple, 10% de performance. Au lieu de toucher les 10% de performance, il va en toucher que 7. Et 3% de la performance vont être versés à une association. Et donc, du coup, il accepte de partager la performance du fonds pour financer l'économie sociale et solidaire. C'est ce qu'on appelle un produit partage. Et les placements d'investissement solidaire, c'est à peu près la même chose avec d'autres mécaniques. Sur l'investissement socialement responsable, donc l'ISR. Donc dans l'ISR, on a différents fonds. On a les fonds à impact, Impact Investing, des fonds thématiques. On a aussi des labels, alors label Best in Class, ou des fonds qui excluent certains secteurs. Donc les fonds exclusion, on exclut l'armement, on exclut le pétrole ou les industries fossiles, on exclut le tabac. Et donc, du coup, le gérant va gérer un fonds dont l'univers d'investissement il va exclure toutes les sociétés, toutes les valeurs des sociétés qui concernent ces secteurs d'activité. C'est ce qu'on appelle des fonds exclusion.
Les fonds best in class, c'est par exemple un fonds dédié à une thématique sociale, sociétale ou environnementale. En fait, l'univers d'investissement va être consacré qu'aux meilleurs de la classe pour aller chercher de la performance tout en cherchant un fonds thématique. Donc voilà pour l'investissement socialement responsable, dit ISR. Et donc, ça consiste à investir dans des fonds d'investissement qui prennent en compte, en plus des résultats financiers, le respect de ce qu'on appelle les critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Et donc, c'est important parce que les gérants qui investissent dans certaines valeurs peuvent avoir des droits de vote dans des assemblées générales et donc demander à la société de renforcer le E, le S ou le G. Sur le G, par exemple, c'est en termes de gouvernance, si les sociétés, il n'y a pas dissociation entre le président et le directeur général, puisque du coup, c'est considéré comme une mauvaise gouvernance d'avoir un PDG, parce que finalement, tout repose sur un homme et une seule vision, alors que s'il y en a deux, les deux se challenge. En gouvernance, il y a aussi la représentativité des femmes dans les comités de direction générale, qui peuvent être challengés en assemblée générale. Donc, investissement socialement responsable, finance solidaire, et puis celui qui est le plus connu et le plus avancé, c'est tous les sujets de finance verte, donc ce qu'on appelle les obligations green bond. Et donc là, c'est des institutions, des États qui vont émettre des fonds pour aller chercher de l'argent pour financer des problématiques notamment d'infrastructures. La finance carbone qui est sur tous les sujets décarbonés. Voilà pour le panorama de la finance à impact ou la finance durable dans des stratégies de produits financiers clairs. Je ne pense pas que ça soit aussi développé en Tunisie. Je sais que l'ESG est en train d'émerger et les fonds thématiques aussi. Mais c'est une industrie financière très développée en France avec beaucoup de réglementations de l'État français et de l'Union européenne pour justement développer les modes de financement pour financer les économies que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de réglementaires et d'incitations puisque naturellement les épargnants n'y vont pas forcément puisque pendant longtemps la performance de ces fonds était moindre par rapport à la performance de fonds plus classiques dans des industries carbonées. Et les opérateurs de produits financiers n'étaient pas incités à bouger en la matière et donc du coup, sans incitation étatique, ils avaient du mal à s'y mettre. Il y a plein d'autres mots sur la finance durable et je vous ai mis un glossaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions en la matière. Et puis, il y a un autre outil qu'on appelle le crowdfunding, financement participatif, financement citoyen, qui vise de façon très concrète et très territoriale à accompagner des porteurs de projets via une plateforme qui, son modèle économique prélève une commission sur les flux collectés. Et donc, le porteur de projet fait connaître sur la plateforme un projet et c'est des citoyens, des donateurs qui vont lui faire un don, un prêt ou un investissement. Et le porteur de projet va verser des contreparties. Les contreparties, ça peut être plein de choses que je vais évoquer. Et donc, du coup, c'est une façon d'avoir un mode de financement qu'on appelle désintermédié, c'est-à-dire que ça ne passe pas par une banque, ça ne passe pas par une institution financière, ça passe par de l'économie numérique, ça passe par une plateforme de crowdfunding. Et donc, souvent, on dit qu'une campagne de crowdfunding, c'est 50% une opération de communication, 50% une opération de levée de fonds, parce qu'en fait, le porteur de projet, il a besoin de faire connaître son projet à une communauté. Et pour le faire connaître, l'outil Internet, les réseaux sociaux, lui permettent d'avoir un champ publicitaire, un champ marketing très large. Et lui peut activer son premier cercle, qu'on appelle les Friends and Family, qui va activer un deuxième cercle qui est en fait les amis des amis, et un troisième qui sont des inconnus. Et je vais vous montrer un inconnu très célèbre qui a soutenu un projet sur KissKiss il y a quelques jours et qui a fait qu'on a battu le record européen du crowdfunding il y a quelques semaines sur KissKiss. Donc, en Tunisie, la loi 2020
Août 2020 est sorti, les décrets d'application aussi, et on a lancé le forum du crowdfunding en Tunisie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un mois, à l'hôtel Laïco. Il y a eu pas mal de retombées presse, on est passé sur la première chaîne, pour justement dire que tout était prêt et qu'on avait besoin d'entrepreneurs pour créer des plateformes de crowdfunding, et on avait besoin de porteurs de projets, on avait besoin de contributeurs pour rendre cela possible. Donc 3 types de crowdfunding sont permis en Tunisie. Le crowdfunding de dons avec ou sans contrepartie, dons et libéralité. Le crowdlending qui permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'Endopolis, de prêter de l'argent et d'avoir un rendement suite à ce prêt d'argent. Et le crowd equity en capital, où en fait vous découvrez un projet et vous devenez actionnaire de ce projet, vous prêtez de l'argent et en fait l'argent est transformé en part du capital de la société. Et donc vous devenez un micro-business angel avec une part de capital d'un projet génial en lien avec l'économie verte, bleue ou orange. En Tunisie, ces activités sont régulées par 3 types d'organismes différents. Donc, pour le don et libéralité, c'est l'ACM, l'autorité de la microfinance. Pour l'equity, c'est le marché financier. Et pour le crédit, c'est la banque centrale. J'accélère, c'est ça. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a en gros 6 grands types de projets de développement des territoires en Tunisie qui peuvent être possibles et successful. De mon point de vue, il y a le sujet du tourisme, le sujet de l'artisanat, le sujet de l'agriculture, la culture, le commerce local et les énergies renouvelables. Donc sur le tourisme, c'est une activité économique de proximité qui a besoin de communication et de volume de clients réguliers. Et je vous donne des exemples de collectes qui ont réussi sur KissKiss. Je ne sais pas si vous avez de la famille ou des amis dans la Sarthe, qui est un département très peu connu en France. Et pourtant, vous voyez, ils ont réussi une campagne de crowdfunding pour faire de l'écotourisme dans la Sarthe. Donc c'est tout à fait possible de faire connaître une activité particulière sur un territoire et faire venir les gens en achetant le produit touristique par le biais d'une campagne de crowdfunding. On a soutenu le refuge des panthères dans un zoo en France et on a levé, vous ne voyez pas, mais 45 000 € pour rénover le parc aux panthères. Donc c'est un montant assez significatif. Et eux, c'est des frères qui ont racheté au Portugal, dans la lagune, un écolodge. Ils l'ont transformé, donc ils ont racheté un site, et ils l'ont transformé en écolodge et en centre sportif. Et ils ont levé 18 ou 28 000 € sur KissKiss. Donc vous voyez, c'est assez significatif. Et en matière de tourisme, de mon point de vue, en Tunisie, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que les maisons d'hôtes se développent pour découvrir la Tunisie et la richesse du régionalisme de façon différente et sortir des biais cognitifs, des hyperstructures hôtelières où finalement le touriste ne vient que pour la piscine et la plage, alors qu'il y a des milliers de trucs à découvrir en gastronomie, en biodiversité, en paysage en Tunisie. Je vous donne un exemple de campagne qu'on a fait avec un département aussi peu connu que la Sarthe, qui s'appelle Tourisme Territoire du Cher. Donc le Cher, c'est un département. Et du coup, on en a fait vraiment des entrepreneurs locaux sur des thématiques touristiques sont devenus des héros de tout le département pour que les citoyens viennent découvrir Ghislaine, Franck, Stéphane et leurs projets touristiques. Ça peut être des escape games, ça peut être une tournée gastronomique et compagnie. Et du coup, tous ces projets ont réussi sur KissKiss avec le soutien des collectivités locales. L'artisanat, alors c'est des exemples, et on en a des milliers en Tunisie. Là, c'est de la laine, ça, c'est des couteaux, ça, c'est des bijoux. Donc, pareil, un petit créateur va découvrir des premiers clients via une campagne de crowdfunding et du coup vendre ses premières séries. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand la campagne est réussie, ce qui se passe, c'est qu'au porteur de projet, on lui envoie un fichier client qualifié des contributeurs avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,
adresse mail, et donc il a son vrai premier fichier client grâce à la réussite de sa campagne de crowdfunding. Et souvent, il y a un effet levier parce que son produit a séduit par une campagne de crowdfunding. Et fort de ce succès, il peut aller voir une banque ou il peut voir d'autres modes de financement classiques. Et ça a un effet levier parce qu'en fait, il a une étape franchie, test and learn. J'ai créé un produit, j'ai des clients qui l'ont acheté, donc il y a un potentiel, et donc l'effet levier, il est possible. Alors que sans cette réussite-là, les financeurs classiques se disent je ne sais pas trop, ça existe déjà, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez des clients, et donc là, ils prouvent qu'il y a des clients, et ça fait l'effet levier. J'accélère. L'agriculture, qui est aussi très porteuse sur les campagnes de crowdfunding, et donc du coup, c'est des agriculteurs, des fermes, qui lancent des campagnes, soit pour passer au bio, soit pour vendre leur production locale en direct, des intermédiaires, pour ouvrir une boutique, et ça se transforme en vente de produits locaux, soit carrément investir. Et donc, c'est une plateforme concurrente qui s'appelle Mimosa avec 2 i. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et donc, c'est soit du don, soit de l'investissement, soit carrément de l'equity. C'est une plateforme qui marche très bien et qui a un partenariat avec la chaîne M6 en France. La culture, donc je vous ai dit, l'économie orange pour moi c'est hyper important. Donc regardez, ça c'est le musée d'art moderne de Lyon qui va lever 100 000 € sur KissKiss pour acheter une pièce. Et donc du coup, avec des ventes d'entrée par anticipation au musée, il lève les fonds pour enrichir la collection. Celui-là, Confiture, c'est Michael Jones. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Jones. Vous connaissez Jean-Jacques Goldman ? Ouais, Jean-Jacques Goldman, il avait fait un groupe avec Michael Jones, notamment, une super chanson qui s'appelle « Je te donne ». C'était le premier duo dans les années 80. Et en fait, Michael Jones, qui est quand même une forte notoriété, il vient sur KissKiss pour un projet un peu original, culturel, et il va discuter avec ses fans directement par le biais de la plateforme KissKiss. Et donc, c'est lui, Tev, qui nous a fait... des sueurs froides. Donc, il va créer le premier musée du jeu vidéo en France, 3500 mètres carrés en banlieue parisienne à Bussy-Saint-Georges. Et donc, du coup, il a levé 2,3 millions d'euros sur KissKiss. Et on a eu un soutien inattendu. Vous le reconnaissez ? Et donc, dimanche matin, on m'appelle et on me dit... Emmanuel Macron va soutenir le projet sur KissKiss. J'ai dit, t'es qui? C'est une blague, mais en fait, non. Et donc, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux et il a placé le projet de KissKiss sous son haut patronage. Donc, je vous parlais tout à l'heure, premier cercle, c'est les amis d'amis qui activent les amis des amis. Et le troisième cercle, c'est les inconnus. Lui, c'est un inconnu célèbre qui est venu nous dire un dimanche matin, alors que la campagne terminait le dimanche à minuit, qui soutenait le projet. Et donc, ça fait des pics de connexion très sensibles sur le site qui nous a permis d'avoir 32 000 contributeurs et quasi 2,3 millions d'euros collectés. Notre précédent record était à 1,8 million, donc il l'a pulvérisé. Voilà pour le crowdfunding. Est-ce que je vous ai inspiré sur le crowdfunding? Est-ce que ça vous donne envie de contribuer? Qui contribuera sur les plateformes de crowdfunding tunisiennes? Ah, c'est encore timide. Qui sera porteur de projet? Qui va déposer des projets sur les campagnes de crowdfunding? Yeah! Et qui va créer des plateformes de crowdfunding? Super, on en reparle après alors. Voilà pour le crowdfunding, qui est donc un nouveau mode de financement alternatif, progressiste, qui permet de façon très concrète d'aider tout à chacun. Commerce local, ça marche aussi très bien, les boucheries, les boulangeries, les librairies, et puis les énergies renouvelables, donc notre plateforme Lendopolis. Mais il y en a d'autres, Enerfip et Lendosphère, pour financer les énergies renouvelables. Je vais finir sur la question qui a été posée tout à l'heure, elle est partie, du coup sur les enjeux, les perspectives en Tunisie. Donc la Tunisie sur la transition écologique, énergétique, a signé les accords de Paris et donc du coup s'engage à la réduction, contenir le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été posées
reste à prouver. Donc, réduire de 40% l'intensité carbone à horizon 2030 par rapport à la référence de 2010 qui était les accords de Paris, avec des secteurs prioritaires identifiés que sont, sans surprise, les ressources en eau, les écosystèmes, le tourisme, l'agriculture et la santé. Et donc, j'ai écrit ce slide avant de faire l'autre, enfin après. Et donc, du coup, vous voyez que le crowdfunding répond aux sujets prioritaires de transformation de l'économie et la transition énergétique en Tunisie. Sur le secteur de l'eau, il y a une vision qui a été posée à horizon 2050 sur la problématique de l'eau, sur la problématique de l'agriculture aussi. Il y a des programmes qui ont été écrits. Et puis, en matière juridique et législative, la loi sur l'économie sociale et solidaire contribue aussi à développer les territoires sur ces sujets. Et la loi sur le partenariat public-privé pour lever des fonds. Et je vous invite aussi à voir ce document qui date d'avril 2023, qui est sur la stratégie énergétique de la Tunisie à horizon 2035, qui est très documenté et qui pose en fait ce que la Tunisie a décidé de faire en matière de transition énergétique. Et donc, du coup, 4 axes: la décarbonation, la transition juste, le développement économique et inclusif et la sécurité d'approvisionnement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'accélère puisque on me dit que je suis trop longue. J'espère que ça a été inspirant. J'espère que vous avez découvert des choses, que vous allez creuser, que vous allez faire des petites recherches et que du coup, vous penserez à moi. Voilà, merci de votre attention.